Voilà, c'est un petit partage avec vous, et puis pour peut-être remettre un peu les choses dans leur contexte, mais en même temps, je sais que ça vous parlera à quelques-uns. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, et vous êtes nombreux, et c'est vraiment, ça fait un plaisir énorme. Donc pour les plus jeunes présents dans cette salle, imaginez-vous qu'au moins quelques-uns d'entre vous, et on n'est pas nombreuses, mesdames ou messieurs, mais en tout cas, on a grandi dans un monde sans Internet, sans écran, presque sans images, ce qui veut dire aussi sans animation. C'est difficile à imaginer, je sais, mais ça a été notre réalité d'enfant en tout cas. Et surtout, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie. Il y avait bien un cinéma quand on était jeune, mais il passait surtout des films de baignures et de vampires, et j'espère bien que vous ne les avez jamais vus. La première de mes filles est née en 1995. En bon pré-bobo parisien, parce qu'on habitait à Paris à l'époque, nous n'avions pas la télé. Le premier film qu'elle a vu, c'est Peter Pan. Donc, sur le petit écran, chez des amis, dans la petite boîte noire. Et en fait, elle a été tellement hallucinée qu'on a racheté une télé. Ensuite, le premier film qu'elle a vu sur grand écran, c'était à Italie 2, à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez le grand cinéma Italie 2. C'était Mulan de Disney. Quand le film s'est arrêté, elle s'est mise à sangloter. Elle était toute petite. En fait, on est rentré chez nous, elle était sur les épaules de son père et elle n'arrêtait pas de pleurer, tellement l'émotion était forte à ce moment-là. Et puis après, on a découvert tous ensemble Miyazaki. Et à chaque fois, à chaque nouveau film qu'on allait mettre, et même à chaque fois qu'on en remettait un, en fait, on avait des papillons dans le ventre parce que là, c'était vraiment du lourd. Disney aussi, quand on était jeune. Mais là, ça prenait une dimension absolument extraordinaire. Donc, en tout cas, c'est dans ce nouveau monde, qui est le vôtre, pour les plus jeunes, que ma seconde fille est née avec une expérience totalement différente. Et vous savez ce que fait la première de mes filles? Elle a fait l'école de Sèvres, elle a fait section animation et elle est animatrice. Alors, imaginez, quand on rencontre Natacha Strandpeck dans les couloirs de la fac, que l'on comprend que notre propre passion pour l'animation, le Japon, l'animation japonaise, en fait, ça n'est rien par rapport à la sienne. On se dit d'abord que ces étudiants ont bien de la chance. C'est là où on aimerait bien quand même rajeunir et peut-être recommencer certains parcours. Et puis surtout, on ne peut que lui demander d'intervenir ici autour de la journée des femmes, avec un espoir quand même, c'est que chaque jour qui passe soit effectivement la journée des femmes. Je vous remercie. Et puis maintenant que j'ai mis la barre très haute, je te passe la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Il faudrait demander à mes étudiants leur avis par rapport à mes cours. Donc, bonsoir, le jour tombe. Cette conférence, je tiens juste à préciser, on va parler de Miyazaki, mais Miyazaki dans un univers un peu plus vaste, qui est celui de l'animation japonaise en général. Donc, on va aborder les animés. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les animés sont les séries animées, les dessins animés japonais, qu'on appelle animés. On va parler on va faire une petite comparaison, entre guillemets, de cette gente féminine qui est représentée dans l'animation japonaise, chez Miyazaki, mais également dans les animés. Alors, j'aurais aimé souhaiter commencer cette conférence par une jolie citation sur les femmes, dans l'animation japonaise, et ça a été un peu compliqué d'en trouver une. Donc j'ai préféré sélectionner une citation de Hayao Miyazaki qui m'a beaucoup marquée. Il dit « Beaucoup de mes films comportent des personnages féminins forts, des filles courageuses, indépendantes. Elles auront besoin d'un ami ou d'un soutien, mais en aucun cas d'un sauveur. » Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans chacun de ces films, où on a des partenaires, mais pas des sauveurs. En général, dans l'animation, François, tu as parlé de Disney, c'est vrai. On retrouve aussi dans l'animation, on a des codes, tout est codifié. Dans les Disney, on a la princesse et la sorcière. Dans l'animation japonaise, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Généralement, tout le monde connaît Miyazaki pour son engagement
envers la protection de la nature, de l'environnement. Il est de plus en plus cité pour son engagement aussi, son dévouement envers l'émancipation des femmes. La plupart de ses films donnent une place, sinon centrale, à des femmes, au moins une place importante. Dans ces films, il n'y a ni méchante, ni gentille. Ce n'est pas représenté de manière manichéenne. On va avoir des femmes fortes, des femmes qui font des actes pas forcément gentils, certes. Je pense à La sorcière des Landes, pour ceux qui connaissent Le voyage de Chihiro. Mais ce n'est pas une femme fondamentalement méchante. C'est une femme qui est jalouse, qui est envieuse, qui est méprisante, mais qui éprouve de l'amour, qui est déterminée. Bref, c'est une femme. J'aimerais qu'on voit ensemble, à travers ce voyage dans l'univers de l'animation japonaise, la manière dont les femmes sont représentées dans l'animation, dans les films de Miyazaki. Qu'on voit comment se placent les films de l'animation de ce réalisateur, de ce dessinateur, ce créateur, dans le paysage de la tradition visuelle, cinématographique ou télévisuelle japonaise. Mais également, quelle perception on en a en tant qu'occidental. Comment parler de l'animation japonaise sans commencer par les tout débuts, c'est-à-dire comment a commencé le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Certains d'entre vous doivent connaître Osamu Tezuka Osamu, qui est considéré aujourd'hui comme étant le père du manga. Il est notamment connu pour Astro Boy, Le Roi Léo, alors le Prince Saphir en français, et Blackjack. C'est lui qui a donné les premiers codes au manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les graphismes, notamment les grands yeux, l'écriture et les types de personnages. C'est lui qui a introduit le premier Naruto, si j'ose dire, qui a introduit le premier shonen en tant que tel. Les mangas arrivent en France dans les années 70. Le tout premier, c'était Le Roi Léo en 1974, mais il n'a pas eu un très grand succès. C'est Goldorak qui commence. C'est l'an zéro dans le manga français, l'arrivée de l'animé en France, c'est Goldorak. On retrouve aussi Candy. Plus tard, dans les années 80, on en trouve de plus en plus qui font leur apparition. Les animés sont tirés des mangas. C'est pour ça que généralement, ils sont indissociables. Il arrive quelquefois que des animés inspirent des mangas. De toute manière, on les retrouve souvent ensemble. On peut retrouver aussi des animés qui proviennent de jeux vidéo. Toute cette culture est intrinsèquement liée. Ici, en Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi ici, donc j'en ai connu quelques-uns. Pas vraiment ceux-là, j'étais un petit peu jeune, pas encore née pour la plupart. Mais Cat Size, ça fait partie des figures qui m'ont énormément marquée, qui ont marqué beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes. C'était des femmes qui étaient considérées comme indépendantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des jeunes femmes du quotidien et qui, la nuit, se transformaient en cambrioleuses, qui narguaient la police et qui laissaient une carte où on voyait un œil de chat. C'était des femmes qui semblaient en dehors du contexte. Et pourtant, elles sont dans le carcan de cette codification du manga et de l'animation. Alexia, Tam et Celia. Celia était l'aînée et c'est ce qu'on appelle la Erona, la érotique onna, celle qui est représentée comme une femme sensuelle. Tam, c'est la gentille. Et Alexia, c'est celle qui est très pétillante. Les trois sont des codes de l'animation japonaise et du manga. Une codification est faite au niveau des animés en général, c'est-à-dire qu'on va classer par âge, par genre, les différents types d'animés. Ça, c'est une codification qu'on retrouve principalement en France. Au Japon, c'est les noms japonais. La codification et la classification vient du Japon, mais c'est un petit peu différent. C'est bien pour les jeunes filles, pour les shoujo,
Donc les jeunes filles de 8 à 18 ans, mais c'est généralement par rapport à la trame de l'histoire que ça se définit. On retrouve donc ces différentes classifications, le Younen, le Shoujo, le Shounen, le Josei et le Seinen. Le Seijin, alors interdit aux moins de 18 ans, je veux juste préciser que ce ne sont pas forcément des scènes érotiques. Ça peut être aussi des scènes d'une violence tellement vraiment forte que du coup on préfère éviter aux jeunes enfants de les visionner ou aux jeunes de les visionner. Donc cette classification, on la retrouve dans l'univers de l'animation japonaise, que ce soit au Japon ou ici. Oups. Pardon, ça ne voulait pas avancer. Alors, si on retrouve ces codes qui sont bien arrêtés, parmi les mangas que j'ai sélectionnés pour chacun d'entre eux, donc Chi, une vie de chat, c'est vraiment réservé aux jeunes enfants. Fruits Basket, c'est le deuxième. On ne voit pas très bien sur l'image, je pense. Fruits Basket, c'est vraiment un shoujo en tant que tel, puisque c'est une jeune fille, et c'est l'histoire de sa vie, ses relations amoureuses, ses relations amicales. Naruto, je ne le cite même pas. Nodame Cantabile et Gun sont plutôt pour des jeunes adultes et sont vraiment spécifiques. Si on devait mettre en comparaison les films de Miyazaki, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de public dédié particulièrement à Miyazaki, même si Mon voisin Totoro et Pogno sur la falaise sont généralement vus par de jeunes enfants, c'est aux jeunes enfants qu'on les destine, et pourtant, même nous, en tant qu'adultes, on a une autre vision de ces films. Les enfants voient plutôt la relation entre les personnages. Nous, juste par curiosité, qui a vu ce film? Oh, très joli. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la première chose qui m'a marquée, qui m'a choquée, ça a été cette pollution, cette consommation. Cette image m'a profondément bouleversée de voir ces mers qui étaient sales, qui étaient remplies de détritus. Et moi, c'est l'image qui m'a marquée. Les enfants voient autre chose, mais nous, on voit aussi quelque chose. Donc il y a plusieurs strates de perception face au film de Miyazaki. Ça fonctionne avec tous ces films. Que ce soit Mon voisin Totoro, on les regarde toujours avec plaisir et on les perçoit toujours autrement. Ou encore Le château dans le ciel. Bienvenue. Le château dans le ciel, où là, c'est la relation entre les personnages qui m'a marquée, parce qu'on a une relation qui est égalitaire. L'un sauve l'autre. Il n'y a pas plus l'un que l'autre. Bon, on a une mise en avant de la masculinité et la virilité, notamment dans la dispute entre le boss et les pirates, que j'ai trouvé particulièrement ridicule, mais je pense que c'était volontaire. Mais on a vraiment entre ces deux jeunes personnages une relation qui est totalement égalitaire. Et encore une fois, ça sort complètement de cette codification qu'on retrouve dans l'animation japonaise. J'avoue que je voulais développer sur les sous-catégories des classifications, mais je pense que je vais vous épargner. Je voudrais juste en évoquer 2 pour les shonen et 1 pour les shoujo. Donc shonen pour jeunes garçons, c'est ceux qui sont principalement connus. Nous avons les mecha, qui sont Gun notamment, Ganme en japonais, si vous connaissez, Kojis ou Evangelion, Evangelion pour le japonais. Ça va être plutôt de type mecha, c'est vraiment ceux qui marquent. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le nekketsu. Le nekketsu, ça va être tout ce qui est Naruto et la plupart des shonen qu'on voit où le jeune homme est un peu raillé au début, est faible au début, et puis il rencontre des amis, il devient de plus en plus fort et il sauve le monde. Dans les types de shoujo, alors, j'en ai dit qu'un seul, mais en fait, non, il y en a un deuxième que je voudrais évoquer, c'est celui qui est le plus utilisé dans le monde du shoujo, ça va être les tranches de vie, ce que moi j'appelle les tranches de vie, ce qu'on retrouve aussi comme sous-catégorie en général en français, c'est la vie de tous les jours avec les amours et les amitiés. C'est tout. Le deuxième dont je voulais parler, c'est un qui m'a, moi, profondément marqué quand j'étais enfant, c'est les Magical Girls. Sailor Moon en fait partie. Comment ne pas l'évoquer? Ça a été l'un des premiers. Mais ça fait partie, encore une fois, des sous-catégories. On voit vraiment la manière dont c'est délimité.
Et c'est en ça que Miyazaki m'a moi marqué en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescente et en tant que... Bref, jusqu'à maintenant, parce que je trouvais qu'il cassait les codes. Et c'est vraiment ça qui m'a fait apprécier énormément les Miyazaki et commencer à m'intéresser à la double lecture. Maintenant que je vous ai parlé un peu de cet univers, je voudrais aborder un peu plus en profondeur mon sujet de prédilection, la femme, pardon, la femme japonaise ici. Je voudrais juste faire une petite aparté sur la femme japonaise, la place de la femme au Japon, peut-être la remettre un petit peu dans le contexte. Le Japon est une société qui est en pleine mutation et qui l'est depuis quelque temps déjà, avec une construction de la place de la femme qui est également en pleine évolution. On a, durant très longtemps et encore maintenant, eu une prédominance du modèle du confucianisme, qui part sur notamment 3 préceptes pour la femme: une obéissance envers le père en tant que jeune fille, une obéissance envers le mari en tant qu'épouse, et une obéissance envers le fils. Ceci dit, les codes sont en train de changer, les femmes sont en train de s'émanciper. On a des femmes qui travaillent, des femmes qui sont femmes au foyer. On a souvent un découpage entre les deux. Les jeunes femmes qui commencent à travailler vont majoritairement s'arrêter de travailler après leur mariage. Celles qui travaillent encore, une partie d'entre elles arrêteront de travailler après leur premier enfant. Cependant, c'est en train de changer. Oui, c'est en train d'évoluer. On a de plus en plus de jeunes femmes qui veulent concilier travail et famille. Mais ces codes se retrouvent encore dans l'animation japonaise. On a vraiment une délimitation du rôle de la femme. On va avoir des archétypes qui vont se construire avec des personnages qui vont être des écoliers, des lycéens, enfin des lycéennes. La femme célibataire ou veuve qui sera souvent vue avec un verre à la main. La femme au foyer. Parmi les autres codifications... Ah, pardon, excusez-moi, je me suis un peu avancée. On a aussi, donc, au sein des mangas, on a vu que ça a été codifié, au sein des mangas et des animés, on a vu que ça a été codifié, mais aussi au niveau de la représentation de la femme, il y a aussi une codification qui est faite sur les personnages. On retrouve, je ne vous ai pas tout mis, la tsundere, qui est le personnage le plus connu. Ici, on retrouve Asuka de Evangelion, qui est un personnage qui généralement est assez agressif au début, parfois violent, et qui va s'adoucir au fur et à mesure de l'animé. On va avoir des personnages comme Hinata, qui va être plutôt effacée, timide, qui va être assez introvertie, qui n'a pas confiance en elle. D'autres personnages comme la Nyandere, qu'on retrouve de plus en plus souvent, c'est la femme chat. On retrouve aussi, alors en image que je n'ai pas mis, on retrouve la yandere qui est aussi assez fréquente dans les shoujo. On va trouver un personnage qui est très affectueux, qui est très amoureux et qui devient particulièrement psychotique quand elle se retrouve avec la personne qu'elle aime. Je pense notamment à Kagura dans Fruits Basket, qui devient particulièrement psychotique quand elle est avec Kyo. On retrouve la Elona, ça c'est le personnage que je regrette de ne pas avoir mis, c'est aussi un personnage qui est assez fréquent, c'est une femme d'âge mûr, donc une quarantaine d'années, qui va être là pour, en modèle vraiment de la féminité absolue, de l'élégance, ou en tout cas de ce qui est perçu comme la féminité. Donc souvent dans des aspects physiques assez disproportionnés, je pense à Tsunade dans Naruto, à Celia dont je parlais tout à l'heure dans Cat Size. Et on trouve aussi un autre genre que je trouve assez intéressant, c'est celui
Alors, du faux Bishonen, donc c'est un... À votre avis, c'est un homme ou une femme? C'est une femme. Je vous présente Haruka, qui est un personnage de Sailor Moon, il fallait bien que je le mette, qui est un personnage de Sailor Moon et qui est une femme, qui est lesbienne d'ailleurs, qui est avec une autre femme dedans. Mais elle est représentée systématiquement habillée avec des vêtements d'homme et on retrouve assez régulièrement ce type de personnage. Je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui regardent des animés, qui voient des mangas et je ne pense pas que tous ces modèles vous étonnent particulièrement. Si on met Miyazaki en comparaison, la première chose que l'on voit, c'est qu'on a déjà des personnages de tout âge. Ça va de l'enfant Mei qui a notamment 4 ans, Ponyo qui a 5 ans, jusqu'à Dora ou Yubaba ou Zeniba qui sont des femmes assez âgées. On retrouve des femmes qui sont des jeunes filles, des filles, des femmes qui sont indépendantes, qui vont suivre leur évolution, suivre leur histoire. Mei et Satsuki sont laissées à elles-mêmes au quotidien, ça ne pose aucun souci. Ponyo quitte son foyer, part de chez elle pour aller découvrir le monde des humains. Shita affrontera des pirates avec Paze, l'armée, pour aller dans le château dans le ciel, à la Piuta. Et Kiki, qui, le jour de ses 13 ans, prend son envol pour finir sa formation de sorcière. Toutes ces jeunes femmes sont totalement indépendantes. Toutes ces jeunes filles, pardon. On retrouve aussi des femmes un peu plus âgées, qui sont des mères de famille, mais qui vivent seules, leur mari étant mère. D'autres jeunes filles qui font un métier d'homme, Fio dans Porco Rosso, qui s'impose d'ailleurs dans ce monde d'hommes. Ursula, qui est une jeune femme qui vit totalement seule, en forêt, et qui se consacre à sa passion, la peinture. Et Sophie qui part toute seule déjouer le contresort, la malédiction qu'on lui a apposée. Miyazaki casse complètement les codes de l'animation japonaise. Il ne respecte pas les codes de ses autres mangaka, ces autres réalisateurs de films d'animation ou d'animés. On retrouve des femmes aussi, d'un âge un peu plus mûr, qui sont commandantes d'une armée, à la tête d'une armée, qui sont à la tête d'un village, qui s'opposent au seigneur. Dame Eboshi s'oppose au seigneur local, qui s'oppose même à l'empereur d'ailleurs, qui est aussi en rivalité avec la nature, avec les dieux, bref, qui s'impose. On a Gina, qui est une femme assez discrète, mais qui arrive juste par sa voix à calmer un restaurant complet d'hommes qui sont venus pour l'écouter. Et on a enfin celle qui a été... que sa mère, la mère de Miyazaki, s'appelait Dora, et a beaucoup inspiré beaucoup de ses personnages. Apparemment, elle avait un sacré caractère. Parmi les personnages de Yubaba, Zeniba, la sorcière des Landes, Madame Sullivan, Dora, ce sont toutes des femmes de pouvoir. Ce sont toutes des femmes indépendantes. Dora est à la tête d'un clan de pirates. C'est elle. Ils l'appellent tous maman, ça m'a beaucoup étonnée. Madame Sullivan est la conseillère d'un roi. Yubaba et Zeniba sont toutes les deux des sorcières accomplies. La sorcière des Landes est un cas un petit peu à part, puisqu'elle finit pas très bien. Si on s'arrête sur chacun de ces personnages, j'espère que vous les avez en tête. On retrouve Nausicaa, dont tu parlais tout à l'heure, qui est une jeune fille aventureuse, courageuse, curieuse, qui va à l'encontre des préceptes de son village, qui refuse qu'on s'approche de ces insectes, des homeux, de tous les insectes de cette forêt toxique et qui n'hésite pas à y aller.
C'est une scientifique. Elle va récupérer des échantillons pour pratiquer des essais dans son laboratoire. J'espère que tout le monde l'a vu. Je suis désolée si je vous donne les clés du film. Elle va essayer de trouver, elle part à la recherche, contrairement à tout le monde, d'une solution qui soit beaucoup plus douce, qui ne soit pas en lien avec la guerre, la destruction, pour sauver la planète et pour sauver tout le monde. Elle arrive à contrôler des insectes en colère qui apparemment dévorent les hommes. Elle se bat contre tous pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut et pour imposer sa vision. Dans les autres personnages, il y en a un autre que peut-être vous avez oublié, je ne sais pas. C'est Kushana. Kushana, c'était cette femme en armure. C'est cette femme en armure qui est commandant de l'armée. C'est l'antagoniste absolu de Nausicaa. Son second est un homme. C'est pas mal. Les hommes ici sont des soutiens, des supports. Ils vont aider les héroïnes à aller au bout de leur aventure. Ce sont des aides. On a Asbel aussi qui remplit ce rôle à la perfection. Ce ne sont pas non plus des sous-fifres. On le voit d'ailleurs dans le château dans le ciel, où Pazu et Shiita sont à égalité. Ils vont tous les deux dans cette aventure. Aucun ne prend la tête de l'autre. On retrouve des images dedans. Alors malheureusement, je n'ai pas pu les prendre, je suis désolée, notamment cette bagarre dont je vous parlais juste avant entre le boss. On voit que l'homme est vu comme une force brute, alors que la femme, c'est plutôt la ruse. Et par la femme, je pense à Dora, qui est à la tête du clan des pirates. Tous les deux vont à l'aventure, partent au château dans le ciel pour accomplir leur destinée, mais ensemble. Kiki la petite sorcière, j'espère que tout le monde le connaît celui-là aussi, est une jeune fille de 13 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle part de sa ville, de son village, de sa famille, elle quitte tout le monde pour accomplir sa formation. Elle rencontre une autre femme, Osono, qui lui vient en aide, qui l'héberge, qui l'accueille, qui la prend sous son aile. C'est elle qui va l'aider plusieurs fois à surmonter la pente, les difficultés. On voit dans le Kiki la petite sorcière vraiment tous les codes du voyage initiatique, où c'est une jeune fille qui s'en va, qui rencontre un personnage qui s'en va, qui rencontre des difficultés et qui va tout faire pour les surmonter. C'est le voyage initiatique de Kiki, le sortir de l'enfance. C'est exactement ce que représente ce film. Plusieurs personnages viennent en soutien. On va avoir Osono, dont je parlais tout à l'heure, son époux, Fukuo, Tombo, qui va aussi beaucoup aider Kiki au fur et à mesure de son aventure, de son parcours. Ursula, dont je parlais tout à l'heure, Madame Bassa. Le nombre de personnages féminins est assez important dans Kiki la petite sorcière. Porco Rosso, et je vais finir par celui-ci, je pense. Porco Rosso, c'est un des Miyazaki, je crois, qui est le moins connu de tous, qui est peut-être, semble moins représenté par la gente féminine, et pourtant, nous n'avons que 2 personnages féminins vraiment mis en avant, hormis toute la famille de Piccolo qui est absolument phénoménale, mais nous avons 2 personnages féminins principaux, c'est Gina et Fio. Gina, c'est la femme, l'image qui est en dessous, qui va être apaisante. C'est la Madone, c'est la chanteuse. Fio, c'est l'espèce de boule d'énergie absolue qui vient bousculer Marco, alias Porco, et qui le fait évoluer. Donc même si ce film est centré autour du personnage de Porco Rosso, c'est vraiment ces personnages qui vont avoir un impact assez important sur le personnage principal.
On ne peut pas les oublier. Elles ne rentrent dans aucun cliché. J'aurais pu parler de Princesse Mononoke. Il y a des enfants. Princesse Mononoke est assez violent, et c'est vrai que celui-ci, pour tout public, c'est peut-être un peu difficile pour les enfants. Parce qu'il y a des scènes de violence particulièrement choquantes. Cependant, Princesse Mononoke, on l'a vu, Dame Eboshi sort du lot. On a San aussi, que je n'ai pas montré d'ailleurs. San, c'est la princesse Mononoke qui porte le nom du film. Ça fait partie des personnages, et Moro d'ailleurs, la louve, c'est partie des personnages autour duquel tourne toute l'intrigue du film et qui vont servir beaucoup de soutien à Ashitaka, mais qui ne vont pas être en reste durant tout le film. Et enfin, le voyage de Chihiro, je crois que c'est l'un de mes préférés. Le voyage de Chihiro, c'est encore une fois un voyage initiatique. C'est encore une fois une sortie de l'enfance. Le voyage de Chihiro, c'est une jeune fille qui se retrouve prise dans un monde qui n'est pas le sien, à tout faire pour libérer ses parents. Elle a peur, certes, par moments, qui n'aurait pas peur face à des monstres pareils. Cependant, elle y va. Elle ne recule devant rien. L'animation japonaise est également en pleine évolution. On retrouve de plus en plus d'animés, de mangas, où la femme commence à avoir une place qui sort des codes. Mais c'est le début. J'aimerais que cette évolution continue et que nous aussi, on continue à tout faire pour que les codes changent et qu'enfin les personnages soient plus réalistes et moins caricaturaux. J'espère que cette conférence vous a plu. Je suis navrée pour les bafouillages, c'est une première fois pour moi. J'avoue avoir été assez intimidée. Je vous remercie pour votre attention et je laisse du coup la parole à vous pour savoir si vous avez des questions. Donc on a 2 étudiants ambassadeurs pour vous aider à faire passer le micro, mais en fait il n'y a qu'un seul micro, donc on va gérer. Merci pour cet exposé, ça laisse du temps pour les échanges. Donc voilà, je vous laisse les jeunes faire circuler le micro. Ne soyez pas timides, posez des questions courtes, factuelles, mais allez-y, on a un petit peu de temps pour échanger. Aucune question ? Merci. Merci. Donc, en fait, je vais poser une question qui sera peut-être un petit peu hors sujet de la femme. Comme je ne connais rien du manga, moi, je connaissais Goldorak, Candy, et puis après Albator, et puis ça s'est arrêté là. Et je n'ai pas continué parce que je n'ai pas trouvé d'affinité. Mais le dessin, j'adore. Et est-ce qu'il serait possible de nous parler du dessin ? Parce que quand je vois les photos que tu exposes, dans les dessins qu'on voit du manga général, classique, on ne voit pas le même dessin que chez ton auteur préféré, qui semble avoir des traits plus doux, plus ouverts. Il y a plus de fraîcheur. Il me semble que c'est un peu comme ça, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur ce sujet-là, sur ce dessin ? Alors, oui, bien un peu. J'avoue, je ne suis pas dessinatrice, ce n'est pas ma spécialité. Ceci dit, par rapport à l'animation, au manga, on retrouve toujours ces grands yeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Osamu Tezuka qui a mis ça en place, enfin qui a créé ce code, et c'est suivi depuis. Hormis certains animés qui sont un peu différents,
qui vont, au niveau du graphisme, les yeux, on ne les retrouve pas partout, pas toujours. Miyazaki a son style qui est bien à lui, et il a un style qui est un peu plus proche du style occidental. Enfant, c'était, comme Osamu Tezuka, c'est pareil, ils étaient tous les deux très fans de Disney. Osamu Tezuka a créé ses grands yeux après avoir vu Blanche-Neige et Bambi. C'est ce qui l'a inspiré. Or, Miyazaki, lui, s'est plutôt inspiré d'autres Disney qui l'ont marqué plus par les couleurs, par le style et ses visages qui sont déjà un peu plus réalistes. Oui, merci. Il y a eu des grandes femmes au Japon. L'histoire du Japon, il y a eu je ne sais pas si c'est le bon mot, des impératrices, entre guillemets, oui. ou en tout cas des femmes chefs. Oui, il y en a eu. Donc, deux FE. Et comme dans plein d'endroits d'Océanie, je voudrais vraiment le souligner aussi. Est-ce qu'il y a un lien, même ténu? Est-ce que les Japonais restent conscients de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette histoire qui passe? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dont on ne parle plus, dont on n'a plus conscience, ou est-ce que justement le dessin animé permet en fait de redonner en fait à ces femmes une image déjà inscrite dans l'histoire du Japon? La question étant de temps, elles ont été, il y a eu des impératrices, mais elles ont été pendant un temps un peu mises de côté. On a une redécouverte de ces femmes. Alors je vais parler peut-être pas que des impératrices, mais des femmes qui avaient une certaine ascendance. Je pense notamment aux femmes samouraïs, je crois qu'on les appelle comme ça en français, qui sont de plus en plus. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites dessus. À savoir est-ce que l'animé a une influence sur les mentalités? Pour moi, c'est plus une représentation des mentalités que l'inverse. Nous, ça nous donne à nous, occidentaux, une première vision du Japon, souvent d'ailleurs biaisée, complètement biaisée, ceci dit. On a des images très caricaturales de la femme japonaise, des gens en général, des relations au Japon, qui en fait n'existent pas forcément en réalité. Donc c'est oui, plutôt une représentation par certains côtés, ou une vision fantasmée en tout cas de certains points de la société japonaise. Je vais juste faire un petit ajout pour la question que vous aviez posée. Moi, je suis assez fan aussi d'animé, j'en regarde pas mal. Bien sûr, je suis très très fan de Miyazaki. Sur le dessin, en fait, il y a un animé qui est récent, qui est en cours de création. Même il y a 2 saisons qui ont été faites. C'est Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer. C'est une histoire de samouraï début du XXe qui se défendent contre des démons. Le dessin, pour moi, je trouve ça magnifique. La façon de faire le Kimetsu no Yaiba, et même toutes les références artistiques aux arts traditionnels japonais. C'est très très bien. La partie graphique de ce dessin animé, je la trouve vraiment très réussie. Alors, en tête, moi j'avais Les Gouttes de Dieu, qui est un manga et un animé sur le vin. Et il me semble que le graphisme, c'est pareil, étant décalé. Mais c'est souvent ce qu'on retrouve dans les josei et dans les seinen, donc c'est-à-dire les catégories plus pour jeunes adultes. Après, dans les shonen et shoujo, ça va souvent respecter les codes que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a une... Bonjour, oui, juste pour vérifier, dans les dessins animés, faute d'autres mots de Miyazaki, on voit aussi une très forte influence shintoïste, il me semble. Et est-ce que ça joue un rôle? Parce que la religion shinto, c'est quand même très particulier, c'est très éloigné de ce que nous, on peut connaître dans les sociétés occidentales. Et est-ce que ça rentre aussi dans le parti pris de Miyazaki sur les femmes et l'environnement? Sur l'environnement, c'est certain.
Sur les femmes, j'en suis moins sûre. Sur l'environnement, il y a une place très importante de la nature dans le shintoïsme. Mais j'avoue que sur la femme, j'en suis pas certaine. Parce que je me demandais d'où venait la déesse de la mer dans Ponyo, en fait. Oui, Grandma Mare, oui, Voilà. j'ai montré, oui. Il y a un personnage un petit peu différent encore. Miyazaki s'inspire un peu, alors beaucoup de... celui qui est le plus flagrant, je crois, c'est Princesse Mononoke au niveau de la religion, en tout cas la culture traditionnelle japonaise. Le voyage de Chihiro aussi par moment, mais pas tout, parce qu'il y a beaucoup de monstres qui proviennent de mythologie d'Europe. Il mélange un peu tous les styles, on le voit au niveau architectural, on retrouve dans le château ambulant, par exemple, des villages alsaciens. On retrouve différents types de paysages, très peu du Japon, sauf, encore une fois, dans Princesse Mononoke, les forêts représentent les anciennes forêts japonaises, la densité en tout cas des forêts japonaises. Mais oui, pour la question initiale, par rapport aux femmes, j'avoue, je ne pense pas. Je ne m'avancerai pas plus. Aucune question ? Ah. Oui, donc du coup, en fait, je voulais savoir si tu trouvais qu'on pouvait faire en fait un parallèle entre Hayao Miyazaki et le revirement, on va dire, de situation des princesses Disney de ces dernières années. J'avoue que je me suis posé la question, savoir si l'un n'avait pas influencé l'autre, mais du coup dans l'autre sens. Je pense que, alors, je ne sais pas du tout pour Disney, je ne sais pas ce qu'ont pensé toute l'administration, le président de Disney, si on en a un, je pense. En tout cas, certes, il y a un revirement dans la place des femmes en tant que personnages féminins dans les Disney, entre autres, pas que. Marvel, c'est Disney aussi, il me semble. Hein, oui. Dans les films également, enfin, on voit dans les séries de plus en plus, il y a des changements. Mais savoir ce qui a influencé Disney, c'est possible que ce soit Miyazaki, mais j'avoue, tout est possible. Ou alors est-ce que c'est justement tout l'éveil des consciences qui se passe encore à l'heure actuelle, qui influence Disney et qui voudrait continuer à accrocher son public, hein, son but à lui reste pécunier, hein, quoi qu'on en dise à Disney. Est-ce que ça serait pas plutôt pour continuer à avoir des petites filles qui regardent les Disney et qui achètent des robes ou des tenues ou des poupées de princesses? Je ne sais pas. Alors, pour Disney, les mythes, les faire ressortir, non, les transformer, oui. Oui. Déjà, tous les contes de Disney, quand on lit les contes originels, ça n'a rien à voir. Les fins sont terribles. Mulan est un personnage de la mythologie chinoise. Parce que, a priori, elle aurait existé, enfin bref. Mais sa vie ne s'est pas déroulée, du moins, elle n'est pas partie à la guerre, puis un an après, elle est revenue. Hein, ça a été beaucoup plus long. Hein. Sa fin a été terrible à elle aussi. Donc Disney se sert surtout de fonds d'histoire, et puis après va les adapter pour en faire quelque chose qui finit bien. Par contre, c'est mon opinion. Pardon Marion. Je voulais poser une question sur les voyages initiatiques, où justement, contrairement aux autres Miyazaki, l'héroïne perd quelque chose. Comme justement cette perte de l'innocence, Kiki perd la parole, et Chihiro, elle perd justement son amie, qui elle ne reverra plus comme telle. Et du coup, c'est vrai que dans ce qu'on connaît de Miyazaki, on a toujours une fin qui quand même se finit bien, et dans ces deux dessins animés-là, on reste un petit peu sur notre fin, parce qu'on sait que ça se finit bien, mais que quelque part, quelque chose va nous manquer.
Et est-ce que justement Miyazaki, c'est pas ça qu'il traite, c'est aimer nous faire rêver, parce que quelque part, en grandissant, il y a quelque chose qui va nous manquer. Et pourtant, alors c'est vrai que Kiki ne peut plus communiquer verbalement avec Gigi, et pourtant, comme ils ont grandi ensemble, ils continuent à se comprendre. Donc, elle a perdu la parole, certes, mais la compréhension est restée. Dans Chihiro, alors oui, certes, c'est Haku dont tu parles, c'est ça, pour la perte. Oui, mais il sera quoi qu'il arrive, elle aura toujours cette image de lui, et il lui a dit qu'il serait toujours avec elle. Je ne pense pas que ce soit une perte en tant que telle, je pense que c'est un changement d'état. C'est la manière dont on évolue. On ne perd pas forcément les choses, mais les choses changent, ça c'est certain. Et on retrouve ces changements dans tous au final, parce que Princesse Mononoke, on a un revirement aussi, où elle est totalement contre les hommes au début, et au final, avec l'intervention d'Ashitaka, elle va commencer à renouer des liens doucement avec le monde des hommes. Il y a ces évolutions de relations humaines qu'on retrouve dans tous les Miyazaki. Je ne vois pas la perte en tant que telle de la même manière. Je ne pense pas que ce soit une perte. C'est juste un changement d'état. J'aurais une autre question, mais en rebondissant sur les personnages de Disney, effectivement. Et sur ce que tu disais, effectivement, de la dureté, en fait, des mythes qui sont transformés par Disney. Dans ces mythes, ce qui est tout à fait normal dans la tradition européenne, on va dire, le personnage de la belle-mère est extrêmement important, et c'est elle qui va amener, en fait, des problèmes de manière globale. Souvent, disons. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent. La belle-mère est un personnage important au Japon. On ne le voit pas dans les films de Miyazaki. Non, parce que les sujets traités ne sont pas les mêmes. Mais il pourrait, effectivement, il y a beaucoup de personnages qui sont représentatifs d'éléments de la société japonaise, malgré tout, bien que ça soit un mix, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas une seule belle-mère. C'est juste pour soulever un manque. C'est pas pour répondre au manque, mais c'est juste que là, il y a quelque chose qui est complètement différent. Les sujets traités dans Miyazaki, au niveau des relations humaines, elles sont assez... ça va pas être le sujet principal, contrairement au Disney, où l'amour, alors ça, c'est le fond absolu de la plupart des Disney, en tout cas, de mon enfance à moi. Aurore... Pardon, Mulan sortait un peu du lot. C'est là où on a eu un premier revirement, je pense, d'ailleurs. Je crois que c'était Mulan qui était la première. Oui, certes, mais c'est pas, elle ne va pas attendre le prince charmant. Oui, mais elle a une relation égalitaire avec. Bon, d'accord, c'est son commandant, lui. Bon, ça, c'est au niveau de la hiérarchie. Mais elle va l'affronter. Bref. Du coup, j'ai oublié. Mais les belles-mères, la plupart, c'est vrai que là, les femmes, c'est assez marquant chez Miyazaki. C'est ce qui sort énormément quand on les visionne. Enfin, moi, c'est ce que je vois en tant que femme. Je ne sais pas si j'ai un avis peut-être subjectif à ce niveau-là. Mais la première chose qui sort, c'est son amour pour l'environnement. Et c'est le fil conducteur de nombre de ses films, pas tous. Mais cette lutte contre la technologie aussi, cette dualité qu'il y a entre l'homme et la nature, on la retrouve assez fréquemment. Donc finalement, est-ce qu'il y a nécessité d'y avoir belle-mère ? Je ne pense pas. Mais après, comment Miyazaki a créé ses personnages, j'avoue, seul lui le sait. Oui. Moi, ce sera une question un peu plus personnelle, mais du coup, on ne l'a pas évoqué parce qu'il y a beaucoup trop de films. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez personnellement des souvenirs de Marnie ? Parce que c'est quelque chose un peu plus différent et même les personnages... Différents réalisateurs. Non, ah oui ? Oui. Ça reste un Ghibli ou oui, je suis dans le mensonge depuis le début où je regardais quelque chose d'autre.
Non, navré, je t'ai coupé. Mais non, c'est bien Ghibli, c'est fait bien partie des studios Ghibli, mais il faut savoir que studio Ghibli, il n'y a pas un seul réalisateur, ils sont plusieurs. Il y a les 2 fondateurs principaux qui ont fondé Ghibli. Petit aparté, du coup, d'ailleurs, Nausicaa ne fait pas partie vraiment des Ghibli, puisqu'il a été réalisé et produit avant. Les studios Ghibli ont été créés en 86, 84 ou 86. Parmi les 2 fondateurs, on a Miyazaki Hayao et Takahata Isao. Ce sont les 2, Isao Takahata et Hayao Miyazaki, ce sont les 2 cofondateurs. Et donc les souvenirs de Marnie, il me semble, ont été faits par Takahata. J'ai un gros doute. J'ai ma liste, mais elle est dessus. Donc, j'ai fait la liste de tous les Ghibli pour voir qui avait produit quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas un Miyazaki. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. J'avoue que quand j'ai réfléchi à cette conférence, quand on me l'a proposée, j'ai réfléchi à savoir si je travaillais sur plutôt que les personnages féminins chez Ghibli, ou si je travaillais plutôt sous forme de comparaison avec ce monde de l'animation qui m'a toujours pas mal perturbée, j'avoue. Cette hypersexualisation des femmes, ces caricatures... moi, je ne me retrouve pas du tout dans les personnages des animés, quoi qu'il arrive. Mais là, on peut se retrouver quand même chez Miyazaki. Merci. Ok, du coup, moi, j'ai une question par rapport... en fait, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la représentation des femmes dans les shonen, qui est hyper caricaturale. Caricaturale. Par exemple, dans Naruto, la femme, voilà, je ne vais pas donner d'exemple, mais vous avez compris. Et du coup, je voudrais avoir votre avis sur ça et sur l'impact que ça peut avoir du coup sur... c'est les plus connus et c'est l'impact, parce que c'est vu par des petits garçons, du coup, et c'est l'image qu'ils ont après. J'ai l'impression que c'est l'image qu'ils ont de la femme après. Est-ce que si ça influence la perception chez les jeunes garçons, c'est ça ? C'est une bonne question. Je pense que ça doit avoir une part d'influence. En tout cas, on sait déjà que le cinéma, les séries et autres domaines particuliers ont un impact assez fort sur la jeunesse. C'est possible. Est-ce qu'on peut faire une autre conférence sur les... Parce que là, il y en a à dire. C'est ce dont je parlais, c'est l'hypersexualisation de la femme. Je pense que c'est Tsunade. Oui, Tenten. Il y a qui d'autre dans les personnages aux proportions absolument impossibles. Pardon ? Tsunade, ouais, c'est le... On a l'équivalent dans Bleach, c'est Orihime qui... ce sont des images assez déformées. Et savoir si ça a un impact sur les jeunes garçons, j'ai pas fait de recherche dessus, savoir s'il y avait des études sociologiques qui avaient été faites. S'il n'y en a pas, ça pourrait être intéressant à faire. Mais je ne saurais répondre à ta question, j'avoue. C'est possible. C'était pour rebondir sur les Disney de tout à l'heure, qui sont, pour moi, des dessins, des animés qui sont assez hétéronormés finalement, de manière à pouvoir conditionner les petites filles à devenir des princesses et à chercher le prince charmant. Et par rapport à l'animation japonaise, et notamment dans toute cette série de dessins animés où finalement il n'y a aucune sexualité, elles sont presque asexuées, elles ont du charisme, elles ont du pouvoir, elles sont guerrières, mais elles n'ont finalement pas de sexualité. Si elles ont une sexualité, ça reste des femmes. La seule différence... Par rapport au rapport avec l'homme. Au genré, oui. Voilà, au genré, où elles sont sur un pied d'égalité. C'est ça. Mais il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, ou l'autre au-dessus. Et finalement, ça conditionne moins aussi peut-être inconsciemment les enfants à rentrer dans cette norme. Il n'y a pas de... C'est l'impact, c'est une des choses que voulait Miyazaki, d'ailleurs, quand il a créé ses personnages, il le dit lui-même, qu'il voulait vraiment créer, à l'image de sa mère, d'ailleurs. Sa mère l'a énormément inspiré pour ses personnages féminins. Des femmes qui soient fortes, qui n'hésitent pas à s'imposer, mais qui restaient des femmes.
qu'il n'y ait pas de domination de l'un sur l'autre. C'était vraiment le fondement de ces personnages féminins, de ces personnages tout court d'ailleurs. Hein. C'est leur position qui va déterminer vraiment leur position hiérarchique, qui va déterminer leur domination. Par exemple, Dame Eboshi, elle a le pouvoir sur tout son village. Pourquoi ? Parce que c'est la chef du village, il n'y a pas d'autre raison. Hein. Elle a un second qui est un homme aussi, qui va l'aider dans ses tâches. Elle recueille des prostituées pour l'aider à la forge, etc. Mais c'est la chef et donc elle est incontestée, et que ce soit un homme ou une femme. C'est ça qui est à retenir des Miyazaki, c'est que notre position va nous permettre de pouvoir avoir du pouvoir ou pas, d'ailleurs, mais quel que soit notre genre, peu importe au final. Ce n'est pas ça l'important, c'est ce qu'on en fait. Mais je pense que c'est pour ça qu'on est tous réunis ici, c'est qu'on a tous une fascination absolue pour Miyazaki et de cette manière dont il va décrire les femmes. Et c'est pour ça qu'il me semblait aussi intéressant de pouvoir comparer avec un autre aspect du dessin animé au Japon, c'est-à-dire celui qui est aussi connu, voire pour certains plus connu que Miyazaki, ce sont les animés qui, depuis les années 70, 80, particulièrement 90 et 2000, ça a été là où on a eu les plus grosses arrivées massives de mangas et d'animés. Ça définit énormément maintenant notre jeunesse. Les lectures de notre jeunesse, en tout cas. Je vois des jeunes filles qui font ça derrière, oui. Donc, savoir si ça influence... tout à l'heure, je rebondis sur une question qui avait été posée pour l'influence comment dire, si ça a influencé les sociétés. Ça serait bien que ces dessins animés fassent découvrir aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à tout le monde, qu'on peut très bien être en total équilibre, en totale équité, tous ensemble, sans distinction de genre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une journée internationale des droits de la femme. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Allez. Moi, j'aimerais poser la question, si vous deviez choisir une femme dans l'animation japonaise ou chez Miyazaki, que vous vous identifiez le plus, ce serait qui ? C'est vachement dur comme question. Attends, à qui je m'identifie ou à qui je voudrais m'identifier ? Parce que j'adore Dame Eboshi. Hein. Par contre, j'aime mes deux bras, j'avoue. Ils sont bien où ils sont. Même pas dans Sailor Moon Alors, non, je suis une grande... Mais tous mes étudiants sont au courant que j'adore Sailor Moon. Je suis ultra fan de Sailor Moon. Mais non, j'arriverai pas à m'identifier à Sailor Moon, tout simplement parce qu'elle rentre aussi dans les critères où c'est la pleurnicharde absolue. Ce qui est intéressant avec Sailor Moon, c'est que quand elle revêt son costume de justicière, il y a un changement de personnalité, presque. Mais elle recommence à pleurer par moments. Enfin, elle reste dans les codes quand même des animés, et donc s'identifier à des personnages de Sailor Moon s'avère un chouïa compliqué. Soit on est la très très gentille Sailor Mercure, qui est très douce, qui dit toujours oui, soit la parfois un peu violente Sailor Mars. Voilà, enfin, chacun de ces personnages reste quand même codifié. Merci Laura. Bon, je crois que notre soirée se termine là. Si vous avez plus de questions, voilà, on va peut-être laisser conclure. Je vous remercie beaucoup. J'aurais aimé finir par une autre des conclusions, juste que, comme Miyazaki, j'aimerais que le monde soit plus juste. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Et j'espère que ça vous aura autant intéressé que moi. Ça m'a plu de le construire, justement, de construire cette conférence. Ça m'a énormément plu. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. Merci infiniment. Merci.
Merci à toutes et à tous. On va rendre un hommage à Miyazaki aussi pour son rôle dans la diffusion de la culture japonaise, notamment à l'étranger. Et encore merci à Natacha et Françoise pour avoir monté cette conférence. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.